Bonjour à toutes et à tous. L'équipe de la chaire Réalité Audencia est absolument ravie de vous accueillir ce matin pour ce premier petit déjeuner d'une série de 4 événements qui aura lieu cette année d'ici à la fin du mois de décembre. Donc, je suis moi-même Anne Launois, je suis co-titulaire de la chaire. Et je suis accompagnée de Virginie Grand Homme, excusez-moi. Virginie, qui est co-titulaire en charge plutôt de la partie recherche de la chaire et que vous connaissez bien ici à Réalité. Donc nous allons toutes les deux co-animer ce petit déjeuner. Virginie présentera tout à l'heure notre invité. On a souhaité en fait que ce petit déjeuner de la chaire soit un moment de partage, un moment de discussion, un moment d'échange. Donc à l'issue de la présentation de Sylvain Grisot, nous vous inviterons évidemment à nous poser toutes les questions qui vous viennent à l'esprit. Je salue également tous ceux qui en ligne nous suivent, donc les personnes des BU qui sont là-bas, exactement, les différentes BU de Réalité, et puis les gens qui nous suivent également à Audencia, donc les professeurs et les étudiants qui se sont connectés ce matin, ainsi que toutes les personnes qui ont pu être invitées à rejoindre cet événement. Mais avant de présenter notre invité, je vais laisser la parole à Johan Schwinn-Joubert, PDG du groupe Réalité, qui nous accueille aujourd'hui dans ses locaux ce matin. Il aurait pu y avoir une salve d'applaudissements quand même, je m'attendais à des encouragements, merci. Ah mais quand même, 8h30, 9h le vendredi matin, la télé, le studio, très spontané, en mode Poutine quoi. Non, j'ai très peu de temps et puis le sujet c'est pas Réalité, le sujet c'est la chaire et c'est réparer la ville plutôt que d'en fabriquer une autre. Moi, je ne vais pas rentrer dans le sujet dans ce petit propos introductif, juste vous dire que je suis très heureux qu'après 3 ans et ensuite un renouvellement pour 4 nouvelles saisons, la chaire Réalité Audencia sur l'intelligence du développement des territoires se matérialise de cette manière parce qu'on avait aussi besoin de se rapprocher entre ce qui était fait à l'école et ce qui est fait sur le terrain et d'avoir ces moments de questions-réponses. Et j'avoue que j'attends avec un certain intérêt la fin de votre propos pour qu'on puisse débattre un petit peu. Donc voilà, en tout cas, merci d'être venu et puis à tout à l'heure. Donc, merci Johan, merci Sylvain, surtout Sylvain Grisot d'avoir accepté notre invitation ce matin. Je me livre à l'exercice d'une présentation rapide et après je vous cède la parole. Donc Sylvain, vous êtes urbaniste, fondateur de l'agence Dixit.net, une agence de conseil et de recherche urbaine qui est nantaise et qui est engagée dans la réflexion sur les modèles de transition de la fabrique de la ville. Vous êtes aussi conférencier, on aura le plaisir de l'entendre tout à l'heure, et vous êtes surtout l'auteur du manifeste pour un urbanisme circulaire paru en 2021, je vois que vous l'avez ici, vous nous en parlerez sans doute, et évidemment du livre Réparons la ville, proposition pour nos villes et nos territoires que vous avez coécrit avec Christine Lecomte, donc qui est elle présidente du Conseil national de l'Ordre des architectes et enseignante à l'École nationale supérieure d'architecture de Versailles, rien que ça. Donc peut-être, avant que vous nous en disiez plus, on peut dire que Réparons la ville, c'est une certaine idée de l'urbanisme qui propose de faire mieux avec franchement moins, c'est là tout l'enjeu. Et donc l'idée, c'est plutôt d'adapter l'existant plutôt que de continuer à agrandir la ville. Pour poursuivre cette petite introduction, ce qu'on a voulu faire aussi pour ce petit déjeuner, c'est essayer de tester auprès des collaborateurs du groupe ce que ça peut inspirer, cette idée d'entrer dans l'ère de la maintenance urbaine. Et donc je vous propose de regarder le petit micro-trottoir qu'on a fait à ce sujet. Réparer la ville, pour moi, ça va être réutiliser, penser et impact positif. Je dirais friche urbaine, restaurer le patrimoine et limiter l'étalement urbain. Réparer la ville, donc c'est que forcément il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Peut-être de travailler ce qui peut être amélioré. Réparer la ville, je pense que c'est aussi réintégrer davantage de végétal dans les centres-villes, limiter l'imperméabilisation des sols, mettre plus de végétal dans le quotidien.
L'urbanisme circulaire. L'idée de l'urbanisme circulaire, ça va être d'éviter de consommer de nouveaux espaces. Du coup, c'est faire avec, faire dessus, renaturer, intensifier finalement le territoire. Alors circulaire, je vais automatiquement faire un lien avec l'économie circulaire, donc une notion de cycle, de boucle en fait, peut-être avec des acteurs qui vont coordonner des actions et qui vont ensemble faire en sorte d'améliorer là aussi les ressources qui peuvent exister, les rendre plus efficientes peut-être, pour peut-être moins en consommer, moins en utiliser, et puis s'appuyer sur ce qui existe déjà. Je pense qu'il faut miser en premier sur les énergies renouvelables, vertes, les énergies viables pour la planète, et limiter la consommation des sols. Alors c'est avant tout travailler sur les modes constructifs, intégrer davantage de bois, mieux sourcer les matériaux, construire des bâtiments mieux isolés, plus résilients, avec une bonne durée de vie et de qualité. Et ça va être de créer des services super utiles comme la R&D, RBT et les façons d'aménager la ville pour optimiser l'empreinte carbone de tout le monde. Sylvain, je vous ai vu opiner du chef un petit peu. Peut-être que vous pourriez, je vais vous laisser la parole pour que vous nous en disiez plus sur ce que vous venez d'entendre et aussi évidemment sur votre livre « Réparons la ville ». C'est à vous. Écoutez, j'ai l'impression que tout a un peu été dit, hein. Donc je vais vous épargner une vingtaine de minutes de présentation. Je pense que ce sera aussi simple. Non, peut-être revenir un peu. Je voulais revenir aux fondamentaux. Vous partagez en fait une discussion qu'on a eue avec Christine, donc Christine Lecomte, la présidente de l'Ordre, qui a donné lieu à ce bouquin, qui était pour nous la nécessité de faire un tract qu'on puisse laisser comme ça dans les réunions. Hein, vous savez, un truc qui se lit assez vite, qui peut se lire dans le train et qui éventuellement fait pousser une graine, hein, poser une graine quelque part pour qu'on retuile un peu entre fabrique de la ville et puis les enjeux du siècle. Parce qu'on est au cœur des responsabilités. Hein. Je voulais d'abord vous souhaiter bienvenue. Hein, bienvenue ici, bienvenue au XXIe siècle, parce qu'il vient de commencer. Le XXe siècle a commencé après la guerre de 14. Je suis persuadé d'une chose, c'est que la pandémie et tout ce qui en suit, aujourd'hui, marque le début de ce XXIe siècle. Alors, ce XXIe siècle, on le sait, c'est le siècle de l'incertitude. Et on le voit bien, l'horizon est flou. Logique, hein, on est au cœur aujourd'hui de 3 crises. On parle beaucoup du climat, on parle un peu plus des ressources. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué ces dernières semaines, ce dernier mois en tout cas. On a aussi une crise de la biodiversité dont on ne manquera pas de parler dans les prochaines années. Et quand on fabrique la ville, quand on est, comme nous tous, hein, au cœur de la fabrique de la ville, en fait, on est au cœur du problème, hein, au cœur de ces enjeux-là, parce que, vous le savez, hein, ça a été dit tout à l'heure, construire la ville, c'est s'appuyer sur des matières premières, des ressources minérales. Première consommation de ressources minérales, c'est la fabrique de la ville, mais aussi énergétique, c'est des émissions de déchets, c'est aussi des ressources immatérielles, pas que matérielles, c'est le sol. C'est le sol au sens de l'espace. C'est la question du où on fait la ville. Et ça, c'est notre responsabilité dans la deuxième des crises. La deuxième des crises, celle de la biodiversité, c'est à la fois les impacts de l'étalement urbain, mais aussi de l'extension des réseaux d'infrastructures et la fragmentation des milieux. Là-dessus, on est aussi les premiers responsables. C'est pas moi qui le dis, hein. C'est l'ensemble des chercheurs mobilisés sur ces questions-là, notamment l'IPBES. Et puis évidemment, la question du climat, parce qu'on le sait, hein, le béton, l'acier, blabla, hein, tout ça consomme beaucoup, émet beaucoup de gaz à effet de serre. Le chauffage aussi, hein, l'utilisation de la ville. Mais pas que, en fait. La façon dont on fait nos villes, la forme de nos villes induit aussi la façon dont on se déplace. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous tous, là, autour de la table, on est responsable de 50% de notre budget carbone. Hein. En tant que professionnel, on est responsable de 50% du budget carbone des Français. Je vous rappelle, il est à 10 tonnes. Il doit tomber à 2 tonnes d'ici 2050. Alors, je ne sais pas si vous avez trouvé la recette à l'équation. Moi, je ne l'ai pas trouvée en tout cas. Et dans ces 50%, on a quoi? On a le logement. Et on a la mobilité, et notamment la mobilité automobile et carbonée. Et la ville, elle est aussi victime des crises climatiques, les inondations, le recul du trait de côte, les coups de chaud sur la ville, mais aussi, finalement, une perte de repères. Parce qu'on a pris l'habitude de gérer les risques urbains, de gérer nos villes en regardant en arrière. C'est comme ça qu'on fait. C'est les crues de référence, c'est en regardant derrière nous qu'on imagine l'avenir.
c'est de l'anticipation, c'est de la prévision. Sauf que ça marche plus. Dans ce siècle de l'incertitude, ça marche plus. Les incendies de Lytton qu'on a eu au Canada, vous savez, ce village qui a battu pendant 3 jours les records de chaleur mondiaux et qui le 4e jour a brûlé à 90%. C'est pas du tout un territoire qui est soumis au feu de forêt d'habitude. Il fait pas 50 degrés d'habitude à Lytton, il fait 25 degrés. Les grandes inondations en Allemagne qu'on a eu cet été, c'est pas que les Allemands ne respectent pas l'équivalent de leur plan de prévention des risques. C'est des territoires qui n'avaient jamais été soumis au risque inondation. C'est ça le siècle de l'incertitude. On ne peut plus se préparer en regardant dans le passé. Il faut penser complètement différemment aujourd'hui la façon dont nous fait nos villes. Ça veut dire qu'on peut parler de transition verte, on peut parler de transition douce, mais globalement, on papote. On papote. Alors récemment, il y a quelqu'un qui disait qu'il fallait faire un virage à 360 degrés. Alors non, c'est un virage à 90 degrés, parce que 360, vous tournez en rond. Alors en plus, c'était sur la question de l'enseignement des mathématiques au lycée. Passons. La redirection, c'est une vraie nécessité. C'est à la fois assumer nos responsabilités face aux 3 crises, se préparer de toute manière à ces crises qui ont lieu, et finalement apprendre à gérer l'incertitude et les risques différemment. Alors, moi j'ai coutume de dire que cette redirection, elle passe par 3 A. Le 3A, le premier, c'est adapter, changer nos pratiques. On le fait assez bien, un peu plus de bois, un peu moins de béton, etc., etc. Le deuxième, c'est adopter. Ça, on le fait assez bien. En tout cas, on en fait assez bien la moitié. Vous savez, c'est ces grands séminaires du vendredi, c'est ces post-it sur les murs, ces consultants qui font les clowns, etc. C'est une partie significative du PIB de la France. C'est des temps de réunion, c'est l'achat de post-it, la rémunération des consultants, c'est important. Mais on a du mal à passer à l'action. Je ne sais pas si vous avez remarqué. On a des listes d'actions là engagées. On en a plein nos tiroirs, plein nos tableurs Excel. On a du mal à passer à l'acte. Pourquoi ? Parce qu'on oublie le dernier DA. Abandonner. Tant qu'on ne fait pas de place, moi je suis un petit entrepreneur, si je suis là ce matin, il y a autre chose que je ne fais pas. Chacun de mes choix de développement est associé à une forme d'abandon, c'est-à-dire un renoncement à quelque chose. C'est une nécessité pour avancer. Et la bonne nouvelle, c'est qu'on a très peu d'abandon à faire. La mauvaise, c'est que ce n'est pas complètement anecdotique. Le premier, c'est la monoculture automobile. 1908, on a la première Ford T qui sort des usines de Détroit, et on invente là la façon de faire la ville. C'est-à-dire que par l'industrialisation, on arrive à massifier la production, ça passe par la standardisation et ça permet d'inonder le marché américain et donc les rues américaines de véhicules, mais pas n'importe quel véhicule, des Ford, mais pas n'importe quel Ford, des Ford T noirs. On standardise. La standardisation nous permet d'industrialiser, c'est aujourd'hui comme ça qu'on fait la ville. Alors ce moteur de l'explosion, il commence à avoir des effets à partir de 1925, le premier moment où à Los Angeles, on commence à organiser la ville, à l'adapter pour la voiture. C'est le moment où on demande aux piétons de rester sur le trottoir poliment et de laisser passer les voitures. C'est le moment où on décide de gérer nos rues comme des routes. C'est le moment où on commence à transformer nos villes. Il y a moins d'un siècle. Et c'est la fin d'un débat aux États-Unis, un débat sur l'opportunité de l'interdiction de la voiture dans la ville, parce qu'il y a 14 000 morts en 1920 qui sont écrasés par les voitures dans les rues américaines. Donc on est sur un choc, sur un arbitrage et sur des débats qu'on a déjà eu il y a un siècle en fait aux États-Unis. Mais ça me fait une transition vers la forme de la ville, parce que finalement, on a adapté la fabrique de la ville beaucoup plus tard. Il faut attendre la Seconde Guerre mondiale pour inventer le suburb. Et dans le suburb, on a la recette de ce qui fait aujourd'hui l'essentiel de la fabrique de la ville, c'est-à-dire une consommation de sol agricole, une initiative privée. C'est les Wheat & Sons qui lancent la forme du suburb, mais le suburb, c'est la standardisation du process, c'est la maison sur catalogue, et c'est de façon très objective, très explicite, la transposition des préceptes plutôt de General Motors pour produire du logement. Et on invente l'ensemble d'un système, y compris l'endettement des ménages américains, l'endettement des ménages pour l'acquisition de la résidence principale, puisque les Lewis Wheaton sont réservés aux Blancs, mais aux anciens combattants qui bénéficiaient de garanties d'emprunt par l'État fédéral américain. C'est le moment où on invente toute une économie qui va derrière. Les Wheat & Sons, qui a créé ce modèle-là, fait faillite en 2007 avec la crise des subprimes, la crise du surendettement des ménages américains pour l'acquisition de la résidence principale. C'est là où on a industrialisé, on a massifié autour d'une poignée finalement de produits urbains la façon de faire la ville. Et puis le troisième des abandons, c'est l'étalement de la ville. On a un virage sur l'aile des politiques de l'État en France au début des années 70 avec l'abandon des politiques de la reconstruction et le début de l'ode au pavillonnaire. On est bien là sur des produits standardisés qui permettent de massifier la production, une initiative privée et puis l'abandon d'une forme urbaine qui est le grand ensemble au bénéfice du pavillon. Alors,
et évidemment, la question de la propriété, hein, avec ce nouveau slogan qui est une France de propriétaires qu'on entend encore là dans le peu de campagne présidentielle qu'on peut avoir. Politique de droite et de gauche, hein, puisque tout ça décolle en fait très tard avec les politiques de décentralisation. Hein, ces modèles-là se développent vraiment à partir de 82-83. Les lois de fer, la décentralisation, le moment où on donne les clés du camion, le plan d'occupation des sols à l'époque, aux maires. Hein, ils font le job de produire le foncier et aussi de trouver un modèle inverse qui permet finalement de contrebalancer l'exode rural en inventant ce modèle qui permet de maintenir des écoles ouvertes, des services publics, des commerces, etc. dans des villes et des villages qui ont perdu énormément de population dans les années 60. Et donc on a un effet sur nos territoires, hein, qui est la diffusion de ces zones rouges, qu'on appellera plus tard le périurbain. Hein. C'est ces territoires dans lesquels on habite, dans lesquels on va à l'école, dans lesquels on vote, mais dans lesquels on ne travaille pas, hein, et qui occupent aujourd'hui, qui permettent à un bon tiers des Français de vivre, et d'ailleurs de vivre plutôt bien. Alors vous le savez, hein, il faut en France 10 ans, hein, pour consommer l'équivalent de la surface d'un département. Alors vous le savez parce qu'on le dit beaucoup, mais c'est faux. Hein, on nous dit beaucoup de bêtises là-dessus. Il faut plus de 20 ans pour consommer l'équivalent d'un département, en tout cas un département métropolitain moyen, parce que c'est pas une unité de surface, hein, le département. Donc on nous dit beaucoup de bêtises depuis longtemps parce qu'on n'était pas capable même de mesurer le problème. Alors finalement c'est peut-être pas si grave que ça fait quand même 20 ou 30 000 hectares par an. C'est une vingtaine de Notre-Dame-des-Landes tous les ans, hein, donc c'est pas complètement anecdotique. En même temps c'est lié à l'évidence au territoire dynamique. On va retrouver nos métropoles, on va retrouver le littoral, etc., etc. Il y a une équation évidente entre plus d'habitants égale plus de villes. Aussi évidente que ça? Pas vraiment en fait. Si on regarde les chiffres, non. En fait les villes croissent 3 fois plus vite que leur population en France depuis une cinquantaine d'années. Et en fait, on a un quart des surfaces de lotissement en France qui sont consommées dans des communes qui perdent des habitants. On a un truc en tête qui est incrusté dans nos têtes depuis les années 70, c'est qui dit développement dit croissance, qui dit croissance de population dit nécessité de consommation de sol. Tous les chiffres montrent l'inverse. Hein, on n'a aujourd'hui pas de relation entre d'un côté le dynamisme économique, d'un côté le dynamisme en termes de population et de l'autre côté la consommation de sol. Il y a des comportements extrêmement différents selon les territoires. Pour autant, ça a des effets partout, sur nos entrées, nos sorties de ville, sur nos sols agricoles qui sont prioritairement consommés au moment où on est en train de s'apercevoir qu'on en a peut-être un peu besoin pour manger, sur les coûts, hein, les coûts d'investissement, les coûts de gestion aussi de nos territoires, et puis sur les répartitions sociales, puisqu'on crée une forme d'urbanisme à fragmentation en repoussant toujours plus loin ces fameux travailleurs essentiels, hein, ces ménages aux revenus normaux qui ont acquis un nom grâce à la pandémie, mais qui n'ont toujours pas de logement. Et puis le quatrième des abandons, c'est cette priorité donnée au neuf. Hein. On a des débats extrêmement importants aujourd'hui sur le rythme de construction neuve qui est nécessaire en France, 350, 400, 500 000 logements par an, sur les impacts de la RE 2020, etc. Tout ça est important, mais en fait c'est complètement secondaire. On a un petit rendez-vous pour 2050 hein, de décarbonation de la profession, mais pas de la construction neuve, du secteur du bâtiment, un petit objectif à 94% de réduction de notre emprise carbone. C'est-à-dire qu'il va falloir traiter tout le neuf, mais aussi l'existant. Et on a déjà construit 80% de la ville de 2050. 80% de la ville de 2050 est déjà autour de nous. Ça veut dire que tous les débats sur la ville du futur, on n'a pas le temps en fait de papoter. Hein, la question, c'est le futur de la ville qui est autour de nous. Alors évidemment, il faut bien faire les 20%, mais il faut surtout s'occuper des 80% déjà là. Alors, il y a eu beaucoup de belles lois, notamment la loi SRU en 2020, et puis la loi climat résilience cet été. Alors il n'y a pas de logo officiel, hein, j'ai trouvé que ça. C'est bien, mais ça ne change pas tout. On est face, vous le voyez, à un problème de système. On est sur une question systémique et pas des réglages réglementaires. Finalement, on a créé une forme de ville facile depuis une cinquantaine d'années. On a passé 50 ans à consacrer l'essentiel de nos efforts, à construire du neuf dans la périphérie ou des grandes opérations, à bénéficier finalement d'économies d'échelle grâce à la standardisation d'une série de produits entre le pavillon de périphérie et le collectif défiscalisé de centre-ville. Sauf qu'aujourd'hui, c'est plus le sujet. C'est plus un sujet suffisant. La question, c'est comment on répare la ville. Alors, non pas qu'elle soit malade, non pas qu'elle ait des problèmes, la réparation de la ville, c'est surtout regarder ce qui est là, hein, ce qui est peut-être imparfait autour de nous, comme étant le capital avec lequel on va passer le siècle, comme étant finalement le patrimoine, même s'il n'est pas référencé par les ABF. C'est du patrimoine et aujourd'hui, tout ce qui tient debout
doit avoir une deuxième vie. Tout ce qui peut être réhabilité doit être réhabilité parce qu'on a déjà trop investi dans une structure béton aujourd'hui en termes de matériaux mais aussi d'émissions de GES pour simplement la mettre à la poubelle. Et puis la deuxième question autour de la réparation sur laquelle on a pu beaucoup discuter avec Christine, c'est aussi faire du réparable. Sortir de logique d'obsolescence programmée, de suroptimisation de bâtiments qui répondent parfaitement à nos besoins d'aujourd'hui mais pas à ceux de demain et encore moins à ceux d'après-demain. Et qui font qu'aujourd'hui, on a des cycles de vie qui sont de plus en plus courts de nos bâtiments. C'est ce que j'appelle l'urbanisme linéaire, avec deux problèmes. D'un côté, cette matière première de la fabrique de la ville, que sont les espaces naturels et agricoles, c'est 20-30 000 hectares. Et puis de l'autre côté, une forme de poubelle bleue de la ville, sur lequel on multiplie les espaces vacants, que ce soit des logements, on est passé de 2 à 3 millions en 10 ans en France, ou des friches, mais aussi des bâtiments peu utilisés, sous-utilisés, ou des bureaux vides comme le vôtre en ce moment, par exemple. On a appris il y a un mois de ça qu'on avait, grâce à un recensement des friches en Ile-de-France, qu'on avait 4000 hectares de friches en Ile-de-France. C'est extrêmement intéressant, mais on a appris une deuxième chose, c'est qu'on n'avait même pas de recensement des friches en Ile-de-France. On a de la place partout, et on a généré des délaissés, et on génère des délaissés de façon de plus en plus rapide, notamment dans nos périphéries. Alors l'urbanisme circulaire, c'est l'idée simplement d'inverser le sens finalement des priorités et de se dire en dernier ressort, on va aller faire du neuf dans la périphérie, mais avant on va tester, essayer de faire autrement. Intensifier, c'est intensifier l'existant, éviter de construire. Transformer, c'est éviter de déconstruire. Densifier, c'est construire dans des espaces déjà urbanisés. Et puis recycler, c'est la grande boucle de la démolition-reconstruction. Et puis parfois admettre qu'il faut renaturer, c'est-à-dire qu'on a des sols qui ont vocation à retrouver un usage naturel ou agricole. Alors, en fait, j'ai rien inventé. J'ai passé la moitié de mon bouquin à donner la parole à ceux qui font déjà. Simplement, c'est un cadre qui permet d'avancer, qui permet de réfléchir et d'inverser les priorités, c'est-à-dire de pouvoir faire des choix, des allocations et des décisions, qu'elles soient politiques ou que ce soit des décisions d'acteurs privés. J'ai rien inventé, mais tout reste à faire, parce qu'on sait faire, mais ça fait pas modèle. Intensifier, c'est par exemple mieux utiliser nos équipements publics. Ici, on a une école qui sert de logement touristique à Noirmoutier tous les étés. On transforme des salles de classe en hébergement. C'est aussi penser aujourd'hui des équipements neufs, mais qui vont multiplier, par la mixité d'usages, multiplier les usages pour être ouverts plus que 30 heures par semaine, comme l'essentiel de nos médiathèques aujourd'hui. C'est dans la transformation, éviter de déconstruire, conserver tout ce qui peut l'être, tout ce qui tient debout, en donnant une seconde vie à des bâtiments. Il ne faut pas confondre les objectifs qu'on a de rénovation thermique comme étant des enjeux techniques. C'est des secondes vies qu'il faut qu'on donne à nos bâtiments. Ça veut dire qu'on va investir tellement dedans pour qu'ils soient up-to-date par rapport aux enjeux carbone, qu'on a besoin aussi qu'ils aient une durée de vie suffisante, qu'ils aient 30 ou 50 ans de vie devant eux. C'est pas aujourd'hui qu'on va réhabiliter un bureau des années 80 pour continuer à y travailler comme dans les années 80, mais avec un bureau bien isolé. On est face à ça, un enjeu non pas technique, mais un enjeu de réinvention complète qui nécessite de nouvelles compétences et de nouveaux acteurs. Et puis, c'est construire aujourd'hui pour demain, voire après-demain, comme ce parking qui est dessiné sur une trame béton de bureaux aujourd'hui et qui demain pourra changer d'usage quand on aura moins besoin d'y stocker des voitures. Densifier, vous le savez, c'est densifier, construire dans la ville, mais c'est aussi dans la ville peu dense. L'ennemi n'est pas la maison. L'ennemi, c'est la maison trop loin, la nouvelle maison trop loin. On peut construire des maisons, beaucoup, des centaines de milliers, dans des lotissements existants, dans le périurbain existant, mais aussi dans un tissu pavillonnaire. C'est aussi réapprendre à densifier dans la ville dense et y aller aussi chercher ces surfaces engazonnées des zones économiques qui peuvent créer plus d'emplois que simplement des emplois de jardiniers. Et puis recycler, c'est la grande boucle évidemment des friches d'aujourd'hui, mais aussi des friches de demain, qui seront notamment les friches tertiaires qui vont commencer à apparaître très rapidement sur notre territoire. La renaturation, c'est reculer parfois face aux vagues, comme ici à Soulac, mais aussi comprendre qu'il va falloir transformer massivement nos espaces publics dans nos villes, à tel point qu'on ne réalise pas l'ampleur de tout ça, même en tant que professionnel, massivement renaturer de façon simplement à ce que nos villes restent vivables pendant l'été. Alors vous avez compris, on sait faire, mais reste à passer à l'échelle. Et on a des boucles, on a des clés pour ça. La clé, c'est notamment la clé du sol. Moi, j'ai passé tout un bouquin à écrire contre l'étalement urbain pour m'apercevoir à la fin que c'était pas le problème. J'avais confondu un truc, c'est la maladie et la fièvre. C'est un symptôme, c'est pas un problème. C'est un symptôme, mais travailler sur l'usage des sols,
discuter sur l'usage des sols, faire des choix sur ces usages-là, c'est finalement la clé d'un système global. Être sobre en foncier, c'est être sobre en construction, être sobre en mobilité, en matériaux, en énergie, etc., etc. C'est en fait la clé du système. Ce n'est pas une fin en soi, ne nous trompons pas de discussion. Pour ça, il faut qu'on fasse la ville de la proximité, qui n'est pas la ville du vélo, qui est la ville qui permet de ne pas monter dans sa voiture et de la laisser au garage. Mais encore faudra-t-il se la payer, cette ville de la proximité. Et ça, c'est le clé de la bataille, la mère des batailles, qui est la question de l'accessibilité pour les ménages aux revenus normaux de nos métropoles. Et puis faire une ville, évidemment, plus que résiliente, mais adaptative, en capacité de bouger et de s'adapter en continu. Alors pour ça, je vous le disais, on a de la place. Encore faut-il regarder nos territoires, nos bâtiments qui recèlent d'énormément d'espace vide, mais aussi de temps vide, dans lequel on peut faire plus. Apprendre à tisser vraiment la ville avec le vivant et puis miser sur l'intelligence, sans doute couler moins de béton, mais comprendre qu'on a besoin d'une créativité, qui est une créativité formelle, certes, mais une créativité programmatique, une créativité sur les montages opérationnels, une créativité sur les montages financiers, une créativité sur les modes de dialogue entre les acteurs publics, privés, la population, les élus, les professionnels. On a besoin aussi d'acter qu'un certain nombre de sols sont délaissés, mal gérés par la gestion uniquement par le marché, que ce sont donc des sols communs qui ont nécessité de sortir par le haut de la gestion par le marché, et puis d'admettre une chose, c'est qu'on est face à une redirection, mais qu'on ne connaît pas la voie. Et qu'on a devant nous une décennie d'essais et d'erreurs, et que l'enjeu aujourd'hui, c'est pas de faire des erreurs, c'est de les partager. C'est d'arrêter de communiquer sur nos réussites, c'est de partager les échecs et tous les apprentissages qu'on a pu avoir, parce qu'on sait que toutes ces aventures-là, elles sont complexes. Quand on sort de la ville facile, on arrive dans la ville compliquée. Encore faut-il partager les clés de chacun. Et puis évidemment, on aura besoin d'assurer la cohérence des politiques publiques sur tous ces sujets-là. On ne peut pas être vertueux d'un côté si le voisin d'à côté continue de vivre dans les années, dans le XXe siècle. Tout ça est très court, donc on a fait un jeu de cartes qui s'appelle la fresque de la ville, parce qu'on ne peut pas réformer le système, repenser le système si on ne pense pas systémique. Donc c'est à ça que sert ce truc-là, pour apprendre et discuter finalement sur cette ville, non pas du futur, mais cette ville d'aujourd'hui, sur lequel votre voisin va construire un nouvel étage sur son garage, sur lequel, à côté de chez vous, une usine va se transformer et multiplier les activités, sur lequel on va repenser l'espace public, etc. Une ville qui va bouger partout, tout le temps, et par petites touches, et pas par grandes plaques. Dégivrer la ville, c'est un vrai débat, c'est un vrai enjeu démocratique. Si on arrive à faire ça, globalement, l'ensemble des autres transitions se passeront bien. Alors, on va bifurquer, par nécessité, évidemment, mais sans dire on va tous mourir. Il y a aussi une vraie opportunité individuelle. La ville complexe, c'est aussi des métiers plus intelligents, plus complexes et plus intéressants. C'est aussi des opportunités pour les organisations. Et puis à la fin, si on fait une ville frugale, une ville de la proximité, une ville pour tous, c'est juste la ville qu'on a envie de vivre de toute manière et qu'on aimerait bien faire si on n'était pas obligé. Donc évidemment, je vous invite, en tant que professionnel de la ville, à lire ce bouquin-là, mais aussi à diffuser celui-ci, donc écrit avec Christine, et qui est plutôt issu d'un dialogue. Et puis nous, on fait ce job, c'est-à-dire qu'on documente toutes les semaines le retour de pionniers, le retour d'éclaireurs qui testent des choses et qui nous disent ce qui a marché et aussi ce qui n'a pas marché dans une newsletter toutes les semaines sur Dixit.net. Merci Sylvain. Merci pour cette explication détaillée, illustrée. Peut-être on se lance. Est-ce que vous avez des questions sur ce que vous venez d'entendre, des interrogations ou même des oppositions, des accords? N'hésitez pas. Des remarques. Des remarques. Voilà, l'objectif c'est de discuter, donc lançons-nous. Ouais, je pense que j'ai la voix qui part. Non. Ça marche. Touchez à rien. Ça marche. Ok. Bon, pardon. Bonjour. Vous avez remis en cause un peu le volume de logements neufs qui était nécessaire en fait à la croissance des populations et autres. Enfin, en tout cas, ce que l'on prône et ce qu'on essaye d'accompagner nous en tant qu'une partie de notre métier qui est la promotion immobilière. Vous pouvez étayer ou développer cette notion-là? Écoutez, regardez toutes les perspectives aujourd'hui. Si on n'est pas à 5 ans, parce que on réfléchit pas au mandat. Enfin, vous et moi, on construit la ville, donc
toutes les prospectives aujourd'hui, vous prenez Carbone 4, le Shift, vous prenez l'ADEME, on est sur une décroissance du rythme de construction neuve qui est de toute manière induit par les dynamiques de population, les dynamiques démographiques. Hein. Alors on est plutôt à un horizon 10 ans. Hein. Mais ce qui est intéressant, notamment dans les prospectives du Shift, c'est globalement, ce qui montre, c'est que si on n'a pas ça, on n'aura pas assez de compagnons sur les chantiers de rénovation. Hein. Donc en plus, c'est une nécessité en termes d'économie de matériaux, etc., etc. C'est plutôt un tuilage progressif quand on aura passé la décennie. Mais enfin, vous le savez aujourd'hui, c'est plus le moment de construire massivement pour un demi-siècle du logement étudiant. On sait que dans 10 ou 15 ans, on va avoir une baisse de la population étudiante, même si on est face aujourd'hui à une crise. Hein, donc la question, c'est comment on regarde la démographie. Voilà, les gens qui seront là dans 10 ans ou dans 20 ans, ils sont déjà là. Les mamans de dans 20 ans sont déjà là. Hein, donc ça, là-dessus, moi, je vous invite à regarder vraiment ce travail, notamment le travail qu'a fait, qui est imparfait, évidemment, mais qui nous permet à chacun aussi de se donner un cap à plus long terme que notre vie du quotidien, ce qui est vraiment, évidemment, notre enjeu. Ce qui pose plein d'autres questions en termes de répartition, etc., etc. Mais face aussi au volume de construction neuve dont on parle beaucoup, on oublie de parler aussi de l'évaporation des logements. C'est-à-dire qu'on nous parle d'un flux. Et on est focalisé sur un flux. Allez, 500 000 logements, il faudrait, etc. Sur quoi ? On a 36 millions de logements aujourd'hui. Le stock, c'est ça. Et on a une évaporation du stock tous les ans. Alors, évidemment, c'est des logements vacants. Vous allez me dire, ils ne sont pas au bon endroit. Mais pas tous. Hein. Quand on travaille dans Action Cœur de Ville, on s'aperçoit qu'il y en a plein qui sont au bon endroit où on en a besoin, sauf qu'on les a perdus, on ne sait plus les mobiliser. Et il y a un vrai sujet. Au cœur des métropoles, aujourd'hui, on a l'Action Logement qui bosse sur le poste rue d'Aubagne à Marseille, et on a quand même nombre de métropoles attractives qui aujourd'hui sont en train de découvrir qu'on a un patrimoine qui est en train de s'effondrer physiquement. Hein. Donc on a des vrais sujets là-dessus. On a aussi quelques sujets sur l'évaporation des logements qui se transforment en Airbnb dans un certain nombre de territoires touristiques. Donc tout ça, c'est autant de logements locatifs qui ne sont pas sur des marchés tendus. Donc regardons l'ensemble du truc, à la fois une prospective temps long. Donc je vous invite à regarder les modélisations qui ont été faites, y compris par l'ADEME. Mais aussi regarder le stock et pas que le flux, et pas que cette partie-là du flux, c'est-à-dire l'entrée de nouveaux logements neufs. On a une vraie question aujourd'hui de logements occupés ou pas occupés, hein, derrière cet exode urbain qui n'existe pas. On a aussi un développement de birésidence, on a un développement de résidences secondaires qui ne sont pas vitales aujourd'hui pour les Français. D'autres questions ? Moi, bonjour. J'ai l'impression, en fait, surtout entre professionnels, on a souvent ces discours-là. On a l'air d'être tous un peu au fait de ce qui, de plus en plus quand même. On sent quand même qu'il y a une vraie sensibilisation. J'ai surtout l'impression que c'est la volonté politique qui manque derrière tout ça. Enfin, comment ça se fait que déjà il y ait aussi peu de choses qui soient dites, notamment à la présidentielle actuelle. Et puis en parlant plus localement, on se rend compte que voilà, et tout ça dépend quand même beaucoup de la volonté politique de certains territoires de faire bouger les choses et je ne vais pas dire de nous laisser faire parce que c'est un peu trop facile de le dire comme ça, mais quand même d'écouter et d'entendre ce qui vient d'être dit par exemple. Alors oui, vous avez tout à fait raison. Et d'ailleurs, c'est un truc qui sort de façon extrêmement récurrente. Nous, on a fait ce bouquin en se disant, il faut que ce soit assez simple pour que ce soit lisible par un candidat à la présidentielle. Autant vous dire que c'est simple. Il n'y a pas de vocabulaire, je crois qu'il n'y a pas d'acronyme. Et souvent, dans nos cercles, on se dit ça, on a un problème de décision politique. Alors, je vais vous faire une confidence. Moi, je suis aussi beaucoup sollicité par des cercles d'élus. Et il y a une constante, c'est on a un problème avec les professionnels. Et quand on est dans des assemblées citoyennes, pareil, on a un problème. Et en fait, tout le monde s'attend. Tout le monde s'attend aujourd'hui. Donc on a un vrai problème d'alignement, mais tout le monde bouge. Ce bouquin-là, il aurait dû rester dans une bibliothèque. La mienne, en l'occurrence. Il s'est vendu, plusieurs milliers d'exemplaires, etc., ce qui est absolument pas normal. Alors vous allez me dire, il est peut-être intéressant, je vais peut-être le lire. Non, on l'a vendu à 1000 exemplaires avant qu'il soit écrit. Donc ça n'a rien à voir avec son contenu. Aujourd'hui, c'est des questions
qui sont posées par tout le monde, et y compris les élus locaux, et certainement les élus locaux, et y compris les élus locaux qui en sont à leur 4e mandat. Je ne parle pas forcément que des nouveaux, et qui ne sont pas d'accord entre eux dans des groupements politiques. Moi, je suis convié à venir dans des assemblées sur lesquelles on vire tout le monde. Il n'y a que les élus, on ferme la porte, et le but du jeu, c'est qu'on me dit, il faut que tu viennes, qu'on a besoin de s'engueuler un bon coup pour être d'accord après. Je dis, vous allez vous engueuler, je ne sais pas si vous serez d'accord. Et en effet, ils s'engueulent. Et à la fin, ils ne sont pas d'accord. Parce qu'on n'est pas d'accord, en fait. On a tous l'impression d'être d'accord, mais on n'est pas d'accord. Parce que c'est quoi vos renoncements? C'est quoi vos renoncements? C'est ça, en fait, qui est nécessaire. Qu'est-ce qu'on regarde et à quoi on renonce? On est dans un monde fini. Donc la question, c'est laissez-nous bosser. Tout le monde dit ça. Tout le monde dit ça. Et donc tout le monde s'attend. Il faut qu'on se mette d'accord. Et qu'on se mette d'accord sur quoi? Sur des renoncements. Dans le renoncement, il y a renoncer à l'opposition pour faire qu'on puisse construire. Dans le renoncement, il y a aussi faire qu'on va construire moins et de façon plus attentive dans la ville dense. Ça va être de renoncer aussi à des processus sur lesquels on est habitué, de renoncer au temps court, par exemple, etc., etc. Les renoncements, ils sont massifs, ils sont extrêmement importants. Donc, en fait, le problème, c'est que dès qu'on a trouvé un coupable, a priori, c'est qu'on se trompe. Voilà, donc c'est pas du tout une critique, on est tous là-dessus. Moi, ce que j'ai découvert justement en faisant le tour des cercles, c'est que partout, en fait, on se pose en effet les mêmes questions, mais partout, on a son problème. Alors moi, j'appelle ça les 3 sorcières aussi, vous savez, c'est l'ABF, le contrôleur technique et l'assureur, ceux qui nous empêchent de faire. Donc on a toujours une sorcière qui fait que, oui, on voudrait bien, mais on peut pas. Non. Moi, c'est pour ça que je travaille avec les pionniers, que je vais interroger, parce que soit ils ont trouvé la solution au problème, moi, je ne sais pas, mais eux, ils savent. Soit ils ont trouvé comment contourner le problème, et bien souvent, ce n'est pas inélégant, le contournement. Bonjour, et moi je rebondis du coup sur la question du collègue. Passer de la théorie à la pratique, c'est notre quotidien. Au quotidien, puisqu'aujourd'hui on transforme les friches en opérations de renouvellement urbaine. Mais moi, quand j'ai lu votre livre, il y a un exemple qui m'a interpellée. C'est un élu qui a envie de bien faire. Il a envie de construire un équipement avec du bois de proximité. Je crois que c'est sur la Corse, une petite commune de Corse. Et il a envie de faire venir du bois des forêts, donc un bois local. Il a envie de mettre en œuvre, il a envie de faire une opération exemplaire. Donc, de la volonté politique, il y en a aussi. Il y a beaucoup d'élus qui ont envie de bien faire les choses, qui font souvent même appel à nous. On est là pour les y aider. Sauf qu'à un moment donné, passer de la théorie à la pratique, dans nos actions, on se heurte à des problématiques administratives, réglementaires, qui font qu'on est sur des temps très longs, donc avec une économie compliquée à trouver. Et donc, ma question, ce n'est pas forcément une question, une suggestion. Votre livre prochain ne serait-il pas un manifeste pour transformer les actions, mais aussi libérer, introduire aussi des manières nouvelles de réguler le cadre législatif pour, sur quelques opérations exemplaires, permettre une réactivité des différents acteurs pour transformer la ville, en fait? Alors, c'est aussi une des sorcières, le législateur, ou le réglementaire. Donc désolé, mais évidemment, moi je prône la sobriété administrative aussi. Ça en fait partie, et législative, etc. Alors pour être sollicité aussi sur ces questions par les parlementaires ou par le gouvernement, évidemment, il y a plein de trucs à revoir, notamment aujourd'hui, la question c'est l'alignement du cadre fiscal avec ces enjeux-là. Comment est-ce qu'on a un cadre fiscal, un cadre de financement des collectivités, etc., qui est aligné, c'est-à-dire qui fait aller les acteurs dans le bon sens, y compris les acteurs privés, y compris d'ailleurs les investisseurs, de façon à être au clair. Donc oui, bien sûr, il y a plein de trucs à changer. Ce que je constate quand même, c'est que celui-là, de maire, il n'a pas réussi, mais il y en a qui ont réussi. On a aujourd'hui le développement d'une filière locale qui se développe de façon massive autour de Clermont-Ferrand, autour d'acteurs professionnels, d'élus et d'acteurs professionnels de toute la chaîne de production. Aujourd'hui, on est en train de relancer des exploitations forestières à Bruxelles, dans la ville de Bruxelles. Alors c'est du micro, ça fait pas système, etc. Mais en fait, on arrive à inventer, à créer des filières. Donc ça veut dire qu'il y a des gens qui y arrivent. Mais quand on sort de la ville simple, on arrive dans la ville compliquée.
il ne faut pas avoir le moindre espoir sur le fait que ce soit simple. Moi, ça fait 15 ans que je travaille sur des friches. Je ne suis pas un théoricien, je suis un praticien. J'étais, avant de rentrer, en train de parler avec quelqu'un qui est à la tête d'un espace de 20 hectares dans une ville attractive, etc. On se pose la question de l'avenir avec des ressources limitées, etc., etc. Moi, je travaille sur des friches industrielles qui sont en pleine crise. J'ai travaillé pendant la campagne, la dernière présidentielle, sur une usine qui a servi de théâtre aussi à débat aux deux candidats du deuxième tour. Moi, je travaille sur des trucs très très concrets et se pose toujours cette question du temps. Je pense qu'il y a un truc qu'il faut qu'on oublie aussi, c'est ce temps court. Et qu'il va falloir qu'on accepte que la ville compliquée, elle est longue à faire et qu'on passe plus de temps à la faire, à trouver les moyens de le faire, à s'organiser pour et se dire que l'urgence, finalement, c'est le meilleur moyen de se planter. Et qu'aujourd'hui, le fait de vouloir aller vite, le fait de griller des étapes, fait qu'on arrive au mur plus rapidement et qu'on n'arrive pas au bout. On a combien d'échecs ? La question, c'est comment, au lieu de perdre du temps, d'avoir l'impression de passer du temps, de perdre du temps, au dialogue, que ce soit dans la concertation ou dans ces enjeux-là, on passe du temps à trouver des solutions, de façon à doucement faire des projets qui ne sont pas celui qu'on avait en tête au début. Parce que c'est des processus et c'est plus des images. Donc il faut qu'on repense complètement nos processus de projet. C'est-à-dire que c'est plus les mêmes modes de pilotage, c'est plus les mêmes modes de compétences, et que finalement, au cœur du sujet, y compris du monteur d'opération, c'est des compétences de traducteurs, des enjeux des uns et des autres, parce qu'on a plus de monde autour de la table et que c'est plus compliqué. Donc non, on n'aura pas la solution réglementaire, parce que souvent, en plus, on s'aperçoit que le réglementaire, le législatif a envie de faire bien. Mais quand on vous dit alors qu'est-ce qu'il faut réformer, c'est compliqué en fait. On a des listings de trucs à faire et c'est pas simple. C'est pas aussi simple que ça. Et bien souvent on a des gens qui trouvent la solution. Moi c'est pour ça que je m'appuie sur ceux qui font en fait. Alors on a une question qui vient d'une BU, je suppose. Je ne sais pas d'où vient cette question. En tout cas, la voilà. Quels seraient les bons outils selon vous pour les MO privés comme nous, pour que les MO privés comme nous puissent se positionner massivement sur le marché de la réhab des copros privés? Est-ce que vous avez des éléments de réponse ou des exemples à nous partager? Aujourd'hui, on a des acteurs, des maîtres d'ouvrage privés. Alors, je pense que ça pose plusieurs questions. Oui, aujourd'hui, il y a des acteurs qui se positionnent sur la réhabilitation, d'un côté, globalement sur la réhabilitation, et des acteurs qui se positionnent sur la réhabilitation, pour le coup, des copros, avec, à mon sens, un élément intéressant, c'est comment... Mais sauf que je pense que on n'est plus... Donc, il y a déjà des acteurs qui se positionnent, donc il faut regarder ce qu'ils font, sauf qu'on n'est plus sur une organisation maître d'ouvrage privé. En fait, ce que ça re-questionne aussi, c'est le tuilage des différents acteurs, avec derrière des enjeux de création de valeur, notamment par des extensions. C'est-à-dire comment est-ce qu'au-delà simplement de faire une réhabilitation thermique, on vient amener une plus-value pour les habitants, mais aussi une plus-value économique par la création de surface, notamment à l'étage, voilà, horizontale, etc., etc. Mais comment est-ce qu'on vient amener cette logique de deuxième vie et pas simplement de prestations techniques qui seraient l'extension du coup de polysirène et du changement du changement de chaudière. Ce qui veut dire qu'il y a d'autres montages et d'autres typologies d'acteurs, et je pense que fondamentalement, pour avancer dans ces trucs-là, alors pour vous positionner, mais pour globalement, collectivement, on arrive à le faire de façon massive, il faut inventer de nouveaux tuilages d'acteurs. On a évidemment les tiers financeurs, mais on a aussi, par exemple, par un projet qui est un projet architectural, sur lequel on a besoin d'architectes, donner envie et parle de dessin, mettre d'accord l'ensemble des parties prenantes et avancer. On le voit qu'on a eu des assouplissements réglementaires sur ces questions-là qui ne sont pas suffisants. Parce qu'il faut avoir des gens qui sont en capacité de monter le projet et de le faire penser par chacun. La question suivante, du coup, est corrélée. Réparer la ville, est-ce déjà enseigné en école d'architecture? Alors moi, je ne suis pas architecte. Donc je peux me permettre d'être exigeant, à la fois pour les architectes, la profession telle qu'elle est, et d'autant plus pour les écoles d'architecture. Je ne veux pas impliquer Christine Lecomte sur ces propos-là, mais vraisemblablement elle me suivrait très très largement. Non seulement c'est pas enseigné, ça doit être enseigné, ça doit être au cœur de la profession, ça veut dire, mais en plus ça doit faire partie de la formation continue, avec des architectes qui, globalement, reprennent le goût de construire
et apprennent à construire derrière leur père. Parce que réparer, c'est aussi ça. Réparer, c'est un vrai acte d'humilité sur lequel on accepte aussi l'existence qui a été fait par d'autres, y compris le patrimoine le plus banal, et sur lequel on vient faire architecture. Et faire architecture, c'est faire projet, faire programme, et c'est pas que le dessin, évidemment, mais le dessin devient un vecteur, et un vecteur de discussion et de débat. Et donc, on a besoin, en fait, on n'a personne pour faire ça, on a besoin d'avoir des architectes au cœur de ces projets-là, et dont le vecteur, finalement, c'est les seuls par le dessin qui peuvent porter ces projets vraiment dans l'aboutissement. Mais aujourd'hui, la formation est en effet pas à la hauteur, même s'il y a énormément de pointes. Moi, j'interviens beaucoup en HMO, par exemple, donc formation de jeunes professionnels là-dessus. C'est vraiment intéressant. Alors, je me permets de reprendre la parole et je vous la donne ensuite. Je vais mélanger une des questions que m'avait inspiré la lecture de votre livre, une des questions qui arrive en ligne. Moi, j'entends l'appel à la ville réparée. Ce que je me demandais, c'est est-ce que la ville réparée, ce sera une ville qui continuera à se gentrifier ou est-ce que ce sera une ville pour tous? Et je fais le lien avec la question qui arrive en ligne. Jusqu'ici, tout du moins, dans l'état de notre système actuel, construire en neuf s'avère moins onéreux que réparer. Et donc, comment on fait pour que cette ville réparée, elle soit pas comment dire, de façon exponentielle, une ville qui va évincer les ménages de revenus normaux? C'est la mère des batailles, hein. Alors, par contre, sur la question des valeurs économiques, je pense qu'il y a beaucoup de choses là qui sont liées et qui sont différentes. Et bien souvent, on met tout dans la même question et conclusion, on répond à rien. Il y a la question du coût de construction, coût de réhabilitation. La réhabilitation, c'est plus cher que le neuf. Ah oui, donc on va tout raser, etc. Déjà, c'est la réponse standard. Non, c'est vrai dans bien des cas. Mais c'est aussi une solution pour pas se poser la question. Ce leitmotiv, c'est une bonne façon de ne pas se poser la question. En fait, c'est plus cher selon les modes constructifs. Ça dépend ce qu'on récupère comme bâti. Si on récupère un bâti jetable, ça sert à rien d'en parler. Et moi, qui lutte pour ça, je prescris, en travaillant sur des friches ou des changements d'usage de site, beaucoup de déconstruction, parce que je suis face à des bâtiments qui ont été suroptimisés pour leur premier usage et qui donc sont incapables de suivre leur deuxième usage. J'étais avant-hier en train de documenter le travail d'un pionnier sur un bâtiment de bureau réversible en logement. On est sur un surcoût pour un prototype, tout compris, de 5 à 7%. Et ça, c'est un surcoût qui fait qu'on a un bâtiment qui, globalement, va passer de 30 ans de vie à peut-être 70 ans ou 100 ans. C'est-à-dire un bâtiment sur lequel le changement d'usage est chiffré aujourd'hui à 600 à 700 euros le mètre carré. Donc cette grosse réhab, qui sera nécessaire de toute manière, de tout le second œuvre tertiaire, dans 15 ans, même si on reste en bureau, sera possible parce que tout est prévu. Tout est prévu pour, etc., etc. Donc la question de l'économie de travaux, elle est pas évidente, d'autant plus qu'on n'a pas du tout les gains de productivité qu'on a eus. Sur la construction neuve, sur lequel, par la standardisation, on a massifié des process et sur lequel, autour de la banche, de la toupie et de la centrale à enrober, on arrive finalement à créer des valeurs de façon massive par une standardisation de process dont on sait que de toute manière ils vont dans le mur. Ça, c'est sur la construction. Après, on a la question de la réhabilitation du sol versus le sol agricole. Aujourd'hui, on subventionne l'étalement urbain. Le sol agricole est pas cher, on subventionne l'utilisation de la voiture, on ne demande pas à la route d'être rentable, et on a en plus une fiscalité qui est favorable à la construction neuve. Je ne parle même pas du PTZ. Face à ça, on se retrouve avec des valeurs en centre-ville sur lesquelles on a un foncier qui a une mémoire, qui a une histoire. Il est bâti, il est habité, il est pollué, il est amianté, etc., etc. On aura beau rééquilibrer un cadre fiscal, ce sera toujours plus cher. Toujours plus cher. Donc ça, il faut aussi l'accepter. Et c'est pour ça qu'on va couler moins de béton et qu'on va mobiliser plus d'intelligence. On va moins construire massivement. De toute manière, on a besoin de couler moins de matière. Donc on a un problème de limite par rapport à ça. Après, très clairement, on a aussi un système qui, notamment dans les sujets que vous travaillez, la densification dans des territoires attractifs, sur laquelle on a généré, moi, ce que j'appelle la recette du pâté urbain. C'est-à-dire qu'on a une course à la valeur sur le foncier, qui fait que l'ensemble des acteurs
sont intéressés, chacun dans son rôle, à en faire toujours plus, sans regarder ce qui se passe autour, et à maximiser la densification d'une parcelle. On a un propriétaire foncier qui vend, donc il n'en a rien d'autre à foutre que de l'équation économique et de l'offre qu'on peut lui faire. On a une concurrence hyper active de beaucoup d'acteurs, notamment de la promotion, qui vont rivaliser sur une offre de prix. Et notamment, on est obligé, par l'étude de capacité, de bourrer la parcelle. Hein. Alors après, on essaie de faire mieux. Mais ensuite, qu'est-ce qu'on se retrouve, une fois qu'on est sélectionné, à essayer de négocier avec le maire et les voisins pour essayer de rendre le projet acceptable. Hein. C'est la bonne recette pour vacciner les Français contre la densification. Ça veut dire qu'on fait trop sans regarder le besoin du quartier, sans regarder le contexte, etc., etc. Alors évidemment, vous faites plein de trucs super, j'en doute absolument pas. Mais globalement, il y a une rivalité sur l'accès au foncier, ce qui fait que moi j'ai un président d'un grand groupe de promotion, alors je vous rassure, en comité de direction à huis clos, hein, mais qui appelait devant ses collègues subjugués à la nationalisation complète du foncier. Ouais, parce qu'au moins, voilà, la discussion, elle sera différente. Et puis, on n'aura pas cette inflation sur les prix. Donc aujourd'hui, on a aussi des fonctionnements économiques, notamment sur la densification, qui ont comme effet pervers de faire que plus personne n'a envie de densifier dans la ville dense. Alors, justement, ma question, c'était la densité. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Parce qu'en effet, depuis 2003, la loi SRU, on doit faire la ville sur la ville. On doit densifier. 2000. 20 ans, elle a passé. Donc voilà, ça fait un petit moment maintenant. Et donc, on doit faire la ville sur la ville, on doit densifier. Les documents de planification en parlent, mais on sort toujours soit l'élu, soit la population. L'élu étant le représentant du peuple. On voit qu'il y a personne n'a envie d'abandonner. Vous parlez de tout ça. Nous, finalement, on n'arrive même plus à savoir ce qu'il faut faire, si vous densifiez ou pas. Puisque les documents nous le permettent, mais finalement, en réalité, on ne peut pas. Ça devient très compliqué de faire la ville dans ce cadre-là. C'est quoi le bon contournement dont vous nous parlez tout à l'heure? C'est quoi la bonne solution? Qui est dans le vrai? Est-ce qu'il faut densifier ou pas? Alors, densifier, c'est un exercice contextuel. Ça veut dire c'est construire dans le périmètre de la ville existante. La ville existante, c'est pas la ligne 13 du métro. Hein. C'est la ville existante, c'est un parking de supermarché, un bout de lotissement, et le pôle emploi qui vient de s'installer en face de la boulangerie autour du rond-point. Hein. La ville existante, elle est sous-dense. Je rappelle souvent que c'est rajouter un étage sur des maisons de plein pied en Vendée, c'est densifier. Donc c'est un exercice, voilà. Donc de quoi parle-t-on? On a de la place partout, on peut aussi densifier dans la ville peu dense et dans le périurbain. Mais votre sujet, c'est pas celui-là. C'est comment densifier dans la ville dense, qui est aussi légitime et nécessaire dans beaucoup de territoires, dans beaucoup d'endroits. Pas partout. Je pense qu'on peut se poser la question, faut-il densifier? Et je pense qu'il faut se poser la question localement de dire, est-ce qu'il faut densifier à cet endroit-là? Alors il se trouve que c'est des documents de planification qui devraient nous servir à ça. Mais je ne sais pas si vous avez remarqué que les documents de planif sont de plus en plus faits par les EPCI, par les métropoles, etc. Mais les maires, qui ont du mal à participer à l'élaboration de ces documents-là, eux, s'il n'est permis. Donc aujourd'hui, leur pouvoir, c'est un pouvoir en contre. Le seul pouvoir qui leur reste. Et souvent, d'ailleurs, le document, il a été fait par d'autres, pas par eux, etc., etc. Densifier la ville dense, c'est reposer vraiment le débat démocratique. Est-ce qu'on a besoin de construire? Est-ce qu'on a besoin de construire là? Qu'est-ce qu'on a besoin de construire? En quoi est-ce que le fait de construire ici vient servir ceux qui sont là, vient servir le quartier, et en quoi c'est un intérêt collectif? C'est-à-dire, fondamentalement, on doit expliquer le pourquoi, alors que tous les débats qu'on a, c'est sur le comment. Finalement, on devrait se poser la question, est-ce qu'il faut ou pas construire la maison, et on s'écharpe sur la couleur du papier peint. On se trompe de débat. Il y a une très bonne étude qu'on cite dans le bouquin, mais que je vous invite à lire, qui est une étude britannique sur laquelle ils ont testé différents éléments de design en termes de densité urbaine en périphérie de Londres. Donc ils testent plus de végétal, moins de bagnoles, plus d'étages, plus de tuiles, machin, etc. Ils testent plein d'hypothèses. Et globalement, j'ai la réponse pour vous. La densité se voit. Donc plus c'est dense, plus ça paraît dense. Et vous pouvez faire tout ce que vous voulez en termes de déco, l'acceptabilité ne change pas. Peanuts, 3 fois rien. Il y a 2 trucs qui sont absolument déterminants, qui changent complètement la donne. Les gens qui acceptent, il y a beaucoup plus de gens qui acceptent parmi les gens qui disent « oui, il y a un vrai problème d'accès au logement à Londres ». Ils ont conscience du pourquoi il faut construire. Qui commence le débat comme ça? Et le deuxième point qui est déterminant, c'est « oui, j'ai un impact sur le projet qui va se réaliser à côté de chez moi ». Donc on est bien sur un enjeu démocratique, c'est-à-dire expliquer
expliquer le pourquoi, et ensuite débattre du comment. Ça veut dire que là-dessus, moi je pense qu'il faut clairement rebattre les cartes. Je pense qu'aujourd'hui, densifier dans la ville dense, c'est un exercice trop important, trop politique, pour qu'il soit laissé aux promoteurs et à leurs architectes. Je pense que c'est un vrai sujet politique sur lequel le politique doit se recentrer, créer le débat, créer le contexte permettant le débat, et finalement, pour vous mettre collectivement, et dans un processus qui ne soit pas la recette, cette fameuse recette du pâté urbain sur lequel finalement le promoteur, quand il arrive, il a déjà une équation économique écrite, ou en tout cas bien esquissée avec le propriétaire, sur lequel on peut reposer clairement les questions du programme. Faut-il construire? Si oui, pourquoi? En quoi ça sert le quartier? Comment est-ce qu'on accompagne par un travail sur l'espace public? Et comment est-ce qu'on débat, y compris, et pas que du nombre d'étages et de la couleur de la façade, mais qu'on débat plus globalement de ce qui va se passer là? C'est des vrais actes démocratiques. Il faut qu'on arrive à dégivrer la ville, et pour ça, il faut que chacun pivote et change de rôle. On n'y arrivera pas comme ça. Alors, il nous reste 4 minutes. Je pense qu'on va peut-être pouvoir prendre 2 questions. Alors, c'est pas vraiment des questions, si je peux me permettre, parce qu'entre militants, on va se comprendre tout en étant en désaccord. Déjà, la première chose que je vais dire, c'est que je pense que, parce que là, vous vous adressez effectivement à un public hétérogène, mais il y a quand même beaucoup de gens de réalité, que réalité est à l'avant-garde de ces transformations dont vous parlez. Que ce soit dans les investissements qu'on consent, je pense au pôle d'ingénierie du groupe. Ici, vous êtes dans un bâtiment qui a été, dont on a inventé une deuxième vie, par exemple. Donc, on est plutôt des militants de la transformation, enfin du réemploi, parce que ça, c'est des choses vers lesquelles c'est des activités vers lesquelles on a envie d'aller. Mais je suis très sensible au discours sur les sorcières. Mais ça fait des années qu'on le dit chez nous, à tel point que moi, je suis promoteur immobilier, maître d'ouvrage, maintenant développeur territorial, et que pour faire comprendre l'idée du développement territorial, j'ai dit à mes compagnons, en fait, qu'on était des connards de promoteurs. Et je le porte encore, parce qu'un certain nombre d'entre eux m'en veulent d'avoir dit ça. Parce qu'effectivement, il faut d'abord se remettre en question soi-même avant de remettre en question les autres. Mais il faut quand même que les autres se remettent en question aussi, y compris les consultants, de mon point de vue. Donc, je pense qu'on est les champions de la remise en question, pour tout vous dire. Il y a un autre point où je suis tout à fait en accord avec vous, c'est la complexité. Moi, j'aime la complexité. Et j'étais sur Zone Bourse la semaine dernière sur BFM, on n'a fait que parler de la densité de la ville, et justement qu'il fallait arrêter de se plaindre en tant que promoteur. Je l'ai dit à la ministre d'ailleurs, puisqu'on est très mal représenté à la FPI, et on passe notre vie à se plaindre. La fiscalité, le coût des matériaux, les maires sont méchants. Elle m'a même demandé s'il fallait enlever le droit de signer les permis de construire aux maires. Je lui ai dit évidemment non. Elle dit c'est pas ce que demande votre fédération pourtant. Mais bon, ça c'est pas grave, c'est qu'ils n'arrivent pas à comprendre la complexité, mais ils vont disparaître ceux-là, et donc de nouveaux acteurs vont émerger. C'est darwinien, j'adore d'ailleurs Darwin, donc ça me va plutôt pas mal. Parfois c'est long, mais oui. Ouais, c'est un peu long, mais vous aviez dit que c'était pas grave, qu'on avait le temps, donc nous aussi on a le temps. Là où on a un certain nombre de... Il y a beaucoup de choses que vous dites qu'on partage à 200%, et je pense que c'est notre métier tous les jours, et on se bat beaucoup pour faire ça. Même s'il nous arrive d'artificialiser un champ à droite à gauche, faut bien le dire, mais dans les objectifs d'entreprise à mission, on va aller vers une ZAN à zéro, et on est très militant de ça, donc il n'y a pas de problème, vers aussi des enjeux de carbone. Donc on est d'accord avec 98% de ce que vous dites, je pense. Par contre, on a quand même un certain nombre de désaccords. Le premier d'entre eux, c'est le portage politique. Les élus locaux surinvestissent le sujet, à un point où il n'y a même plus de cadre républicain. C'est-à-dire que vous avez parlé de démocratie, à la fin, le problème, c'est qu'on n'est plus dans un acte démocratique. On est dans la TRE, un régime totalitaire de celui qui gueule le plus fort. Le voisin, il a un statut temporaire aussi. La concertation, ça veut dire quoi? C'est quoi la légitimité de la concertation? Un locataire peut-il concerter? Il n'est plus là dans 6 mois, de quoi on s'en fout de ce qu'il raconte? Quelle est sa légitimité démocratique? Aucune, pas plus que la mienne. Donc, moi, je pense qu'on manque de sens collectif en vérité. Et le sens collectif, en France, c'est un cadre républicain. Et c'est un rapport à la loi. Et c'est pas le rapport à celui qui fait le plus chez l'autre.
Et ça c'est un portage politique aussi. Donc il y a d'un côté un surinvestissement, il y a d'un autre côté une confusion de ce que c'est que la démocratie, avec des emplois de mots qui ressemblent plus à des emplois étudiants qu'à des emplois intelligents, on va dire, de ces mots-là, où on perd le sens de ce qu'on dit. Donc on est républicain, il y a un cadre, il y a un texte, et il est construit par des gens pour lesquels on a voté. Voilà. Et nous, on est à notre place. Et si l'élu dit on fait, ben on fait. S'il dit on fait pas, on fait pas. Ceci dit, on fait énormément de concertation. Je pense pas qu'on soit en désaccord là-dessus. Hein. Puis je parlais pas de concertation, je parlais d'un vrai débat politique. Mais on en fait beaucoup. On en fait beaucoup de la concertation. Je pense qu'on est planté de toute manière. On l'a fait, on en fait trop tard, on en fait. Et à quoi ça sert et comment ça devient une manipulation politique aussi. Tu vois, à quel moment nous finalement on se met au service du projet politique de l'idylle en place. Donc c'est un sujet vraiment très complexe. Je ne partage pas votre avis sur le temps qui passe. Moi j'en ai marre qu'on ne sache plus faire les choses vite. Quand on arrive au Maroc, les gens nous disent, vous savez, ici, on fait les choses lentement. Non, 2 fois plus vite qu'en France. Bon, il y a trop d'étalement urbain. Et qu'est-ce qu'on fait au Maroc, nous? On réintensifie la ville en faisant, par exemple, le projet Lincoln, qui voulait effondrer premier foncier exproprié du Maroc. C'est nous qui le transformons. Donc, même au Maroc, on ne fait pas de l'étalement urbain, on reste fidèle à nos convictions. Mais par contre, on est frappé d'une torpeur qui va tuer notre pays dans la transformation. Et je reviens au sujet politique de comment on porte la densité. Il faut porter politiquement la densité. Je ne jette pas la pierre aux élus. Je jette la pierre au sens politique que collectivement on est prêt à porter. Personne dans les médias porte la densité, sauf la ministre du Logement. Alors malheureusement, elle a porté le ZAN, on l'entend pas. C'était quand même vachement fort d'aller entre guillemets contre l'étalement urbain, mais de le faire vraiment. On l'a pas entendu. Voilà. Je vais accélérer. Comment dire, c'est pas les archis qui font la ville. Il faut remettre les architectes à leur place. C'est les maîtres d'ouvrage. Donc, il faut que les maîtres d'ouvrage... Et je vous laisse vous battre entre vous. Hein. Moi, j'ai pas de problème. Sauf qu'à un moment, on a besoin de gens qui peuvent faire parler tout le monde. Oui, mais comment j'écris mon métier? Je dis que je suis polyglotte. Parce que moi, je parle la langue de tout le monde et je fabrique du compromis. C'est ça qu'on doit faire tous les jours, c'est ce qu'on essaye de faire tous les jours. Mais l'architecte, c'est moi qui le désigne, parce qu'il réalise mon projet. Mais mon là, projet que j'ai construit. D'architectes qui dessinent. Moi, je parle d'autre chose. Je parle de gens qui tiennent le fil rouge du projet. Eh ben, celui qui tient le fil rouge, c'est le maître d'ouvrage. Personne d'autre. C'est nous qui payons, c'est nous qui dirigeons les projets, c'est nous qui concevons les projets au service des autres. Mais chacun... je pense que c'est là-dessus où c'est sans doute le seul point de désaccord. Quand on construit dans la ville, c'est pas que le maître d'ouvrage qui paye, qui peut décider. Non. Puisqu'on est sur un contexte général sur lequel on a besoin de gens qui font parler. Mais surtout pas l'architecte. L'architecte, il est dans un projet qui est dirigé par un maître d'ouvrage. Et le métier du maître d'ouvrage, c'est d'aligner les intérêts de l'ensemble des parties prenantes, parce qu'il co-construit son projet dans un environnement existant. Comme vous voulez, moi je suis pas archi. Ouais, mais je vous le dis, c'est important. Parce qu'après, on met pas les choses dans le bon ordre. Moi, je constate qu'aujourd'hui, ça marche pas. Je partage pas complètement. Je pense que ça marche quand même, mais pas assez vite, justement. On aurait aimé poursuivre le débat beaucoup plus longtemps avec vous, puisqu'il y a de la marge et de la matière à discuter. Malheureusement, on va devoir s'arrêter. Je vous remercie à tous et à toutes d'être venus aujourd'hui. Merci Sylvain Grisot. Merci à vous. D'avoir porté cette parole. Et merci aux personnes qui sont en ligne.